Salut! Dans ma recherche des différentes personnes interviewées, j'ai croisé Sylvain, et dans la passion qu'il avait exprimée, il y avait Pink Floyd. Le problème, c'est que je suis également fan de Pink Floyd. On a essayé de trouver autre chose, on a parlé de Dune, j'en suis également fan. Je me suis dit, au lieu de se priver de ce sujet, autre trouver une troisième personne qui va animer l'émission, et on va pouvoir parler de tout ça. On a donc proposé à Fanny, qui était venue pour nous parler des familles Disney, d'animer tout ça, et non seulement elle est venue, mais en plus elle nous a apporté le fait qu'elle, elle aussi, aimait bien Pink Floyd. Donc on a pu, à trois, échanger sur différents sujets. On pourra noter tout le travail de documentation qui a été fait par Fanny avant de commencer l'enregistrement, et vous pourrez apprécier tout ça. Donc on a enregistré tout ça le 4 avril 2022. Je vous laisse en profiter. Donc bienvenue, aujourd'hui on reçoit Benjamin et Sylvain qui sont habituellement les intervieweurs classiques et c'est à moi que revient l'honneur de les interviewer aujourd'hui au sujet de Dune et peut-être après, si vous êtes sage, au sujet de Pink Floyd. Je vous laisse vous présenter chacun votre tour. Eh bien, merci Benjamin. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Sylvain Couder. Je suis dev depuis une petite quinzaine d'années. Je suis freelance. Je suis podcasteur sur un podcast qui s'appelle Punkin Dev. Je suis content d'être là sur celui-ci de podcast, puisque si j'avais eu le temps, je l'aurais bien lancé, mais Benjamin a pris le relais et c'est très très bien comme ça. Donc ça me fait super plaisir d'être là, surtout pour parler de ces thèmes-là de la soirée, parce qu'on enregistre en soirée. Et voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment et que vous aussi. Merci Benjamin, Sylvain. c'est à toi. Donc moi, Benjamin Dovissa, développeur depuis 1999, c'est dire, le siècle dernier. Pareil, moi je suis pas freelance, je suis salarié, mais je me balade un petit peu dans le monde de la tech depuis quelques temps maintenant, et le podcast c'est quelque chose qui me tentait depuis quelques temps, et j'avais vu passer cette idée de parler de sujets hors tech. J'en avais discuté avec Sylvain, il m'a encouragé, et je me suis lancé grâce à son aide, donc c'est aussi moyen de lui renvoyer l'ascenseur sur celui-là. Eh ben, je te remercie, enfin merci à tous les deux parce que c'est effectivement des bons moments que l'on passe ensemble grâce à ça. Donc le premier sujet de la soirée, c'est Dune, dans tout son univers, les films, les jeux vidéo, les livres bien sûr. Le livre qui est sorti en 1965. Vous étiez pas né? Comment ça se fait que vous êtes fan comme ça? Il y a des trucs comme ça qui transcendent les générations. Il y a des sujets qui vont au-delà de l'âge. Et je sais que c'était un bouquin, moi personnellement, que j'ai découvert quand j'étais au lycée. C'est des potes qui m'ont dit: Ah, c'est génial, vas-y, attaque ça. Et j'ai attaqué ça, et effectivement, je suis tombé dedans. Et je l'ai même pas attaqué dans l'ordre, j'ai attaqué par la deuxième partie du premier volet, D'accord, en lecture du coup? en lecture. Très bien. Ok. Et toi Sylvain? Donc, alors, je vais te demander, Benjamin, t'as découvert ça par les livres, toi? Ouais. D'accord. Alors, moi, Dune, j'ai pas du tout découvert par les bouquins. Si vous connaissez le youtubeur qui s'appelle le Fossoyeur de film, quand il présente le film Dune, en fait, j'ai exactement eu le même parcours que lui. J'ai découvert Dune d'abord par le jeu vidéo PC qui est sorti, je sais plus, en début 92. des 92. Merci beaucoup pour les recherches. J'ai découvert par ce jeu-là. Du coup, il y a un univers un peu simplifié que je trouvais assez intéressant, un peu dingue, qui m'a amené vers le film, donc le Vieux Lynch, il paraît qu'il pique les yeux, mais moi, il m'a fait un effet absolument incroyable, ce film. Et en grattant, du coup, je me suis dit, ah, mais il y a un jeu, ah, mais il y a un film, ah, mais en fait, il y a des bouquins derrière. Et j'ai commencé à lire les bouquins, donc j'ai dû attaquer ça, je sais pas, je devais avoir 14 ans. Et donc, pour lire la totalité de l'œuvre, à l'époque, j'ai dû mettre 3 ans. Parce que j'avais pas tous les bouquins, tant que je les achète, que je rentre dedans, mine de rien, c'est super long. Euh, donc la première fois que je les ai lus, ouais, j'ai mis 3 ans et j'ai tout relu 3 fois au total déjà depuis tout ça. Tu parles de longueur. Effectivement, il paraît qu'il y a des livres qui sont plus lents que les autres, qui sont beaucoup sur des descriptions, c'est ça, avec un petit peu moins d'action. C'est des trucs qui vous plaisent quand même aussi? En fait, pour moi, il y a quand même, tout va dans une direction
Donc après, quand tu vas dans un, dans un endroit, soit tu y vas en courant, soit de temps en temps tu fais des pauses. Et le changement de rythme me gênait pas parce que pour moi j'étais dans une seule histoire. Un univers. Voilà, Mm. même s'il y avait plusieurs bouquins, il y a 7 bouquins. Enfin, normalement il y a 6 bouquins, mais le premier a été coupé en deux. Donc ça en fait 7 en tout dans le cycle original de Herbert. Et ouais, moi ça m'a jamais choqué particulièrement dans les bouquins. Alors je les ai lus en moins de 3 ans parce que j'ai plutôt une tendance à être boulimique. Donc à partir du moment où je suis tombé dedans, je crois que j'ai tout fait en moins de 3 mois. On les lâche pas, c'est ça? Ah c'est ça, moi j'étais... comme j'étais lycéen, c'était dans le bus le matin pour aller au lycée, c'était le soir dans mon lit, enfin c'était... je les ai enquillés les uns après les autres. Excellent. Et du coup, moi qui suis complètement newbie, qui n'ai vu que le dernier, il couvre quoi comme livre, du coup? La moitié du premier. Oh, En fait, le premier livre qui est le premier volume coupé en deux. d'accord, très bien. Voilà. Donc il est relativement fidèle à ce niveau-là. D'accord. Ça nous présage d'autres films, du coup. Au moins la deuxième partie du volume 1. D'accord. Que vous attendez patiemment Non, ou impatiemment. impatiemment. Impatiemment, ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, votre ressenti par rapport à ce nouveau film, cette nouvelle version, par rapport à l'ancien, vous aimez les comparer ou pas du tout, ça n'a rien à voir? Alors personnellement, je les comparerais pas du tout les deux. C'est pas la même époque, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes envies de narration, clairement. En plus, j'ai aucune objectivité sur l'ancien. Il est très critiqué, mais moi, j'aime beaucoup ce film parce que je l'ai découvert à une époque où, enfin voilà, ça avait un côté hyper nouveau. Par contre, le nouveau, moi, clairement, j'étais, j'étais enchanté dans la salle. Enfin, quand on aime Dune, très souvent, je vais pas généraliser pour tout le monde, mais c'est qu'on aime l'univers. Il y a un univers qui est hyper cohérent. C'est ce qu'on appelle un livre-monde. Voilà, ça décrit un univers qui est totalement cohérent du début à la fin. Tout ce qui se passe s'emboîte parfaitement. Et là, quand on est dans ce film-là, tout l'espace visuel, il y a tout qui est super cohérent. Et moi, je me suis laissé porter du début à la fin. Euh, alors j'ai bien une ou deux critiques qui traînent, mais j'allais dire, c'est quelques détails au global. Moi, j'ai passé un super moment. Effectivement, j'attends la suite impatiemment pour continuer à me plonger dans cet univers-là qui me rend un peu zinzin en fait. Je suis un foutu de m'en décrocher quoi. Donc vous l'avez vu tous les deux dès sa sortie? Oui. À peu près, ouais. Vous avez réservé vos billets à l'avance? À Lyon, on a une salle qui s'appelle la salle Dolby, qui est dans le quartier de Vèze. Donc c'est avec un écran immense, un son magnifique et des fauteuils en cuir qui s'inclinent pour être bien. Et j'avais fait exprès de réserver à cet endroit-là pour le voir dans les meilleures conditions qui soient. Et j'avoue que la 3D m'a un petit peu gâché le plaisir parce qu'il n'y Ah, a pas besoin de 3D pour apprécier le film. ah oui. Donc t'avais les lunettes et ok. En fait, le problème pour moi des lunettes 3D, c'est que comme tu as toujours de la lumière parasite dans la salle, ça fait des reflets sur les lunettes et ça m'a déconcentré une partie du film. Ça m'a gêné, j'ai pas pu bien m'immerger. Donc je me le suis refait à la maison par la suite et là, oui, j'ai bien kiffé. En version originale ou en version française? J'étais pas seul les 2 fois, donc c'était en version française. Et concernant la musique alors, je suppose que vous savez qui l'a faite? Hans. Yes. C'est un petit nom, je crois, un petit jeune qui débute sur la Ouais, musique. bah, il fallait qu'il fasse ses preuves, donc ils lui ont donné sa chance. Et ça joue beaucoup sur l'univers enchanteur, enfin Et l'univers ben de Dune alors, en général. étonnamment, moi, la musique du film, j'ai pas de souvenir. C'est elle m'a pas. Elle m'a pas marqué en fait, elle est restée, elle s'est effacée pour le bien du film. Moi, ce qui m'a le plus hypé, c'est la musique qu'il y a eu sur la bande-annonce quand ils ont fait le premier teaser avec, euh, avec le morceau de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, du coup, qui remontait dedans. Moi, je devais avoir l'air d'un énorme débile sur ma chaise. Je sautais comme un crétin en entendant ça. J'avais une grosse goutte de sueur. Je pense que ah, vite, faut que ça sorte, je veux voir ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, c'est pas possible. Enfin voilà, j'étais complètement hystérique. Tout seul dans Ouais. ma tête, hein, mais Et le pire, c'est que quand ils ont sorti cette bande-annonce, ils ont hypé tout le monde, et un mois plus tard, ils ont annoncé que la sortie était repoussée d'1 an, c'est ça. La à, déception. à Et cause là, du Covid. ah Et, oui, exact.
Voilà. Ah oui, Et c'est vrai là, que c'est passé je par dois là. dire que ça a été un ascenseur émotionnel. J'ai vu la bande-annonce, je marchais à 1 mètre au-dessus du sol, et puis derrière, on repousse d'1 an. Et alors là, je suis tombé au fin fond du désespoir. J'aurais pas cru qu'un film pouvait m'accrocher comme ça, rien que sur une promesse. Et du coup, vous avez pris le temps de vous refaire tous les albums de Pink Floyd en attendant. C'est ça? Pas besoin de ça. Oui, c'est déjà en boucle dans tes podcasts, dans tes écoutes. Ah oui, oui, moi, Après, pour parler de Pink Floyd, moi je suis plus sur la période post-Syd Barrett. Ouais. Donc, C'est-à-dire. David Gilmour? Gilmour y a toujours été, mais je suis plus sur. C'est-à-dire les premiers sur Atom Earth Mother, tout ça, j'ai un peu plus de mal. Mais tout ce qui est Animals, Meddle, enfin voilà, tout cela, il n'y a pas de problème. Hein, je décolle tout de suite dès que je mets en route. Et justement, parce qu'on switch, euh, Sylvain et Benjamin, peut-être commencer par Sylvain pour pas parler en même temps. Le Pink Floyd, c'est votre enfance, c'est votre adolescence, c'est quoi? Euh, Alors Pink Floyd, moi c'est arrivé, j'étais au collège, fin de collège, je devais être en quatrième, troisième je crois. Donc, alors je suis né en 81, donc j'étais en troisième, ça devait être en 94 dans ces eaux-là, 94-95. Et à l'époque j'écoutais de la musique, j'avais un grand frère, du coup j'écoutais beaucoup les groupes que ramenait mon frère. Il y a des trucs que j'aimais plus ou moins que d'autres. Il avait ramené du Queen, j'ai trouvé ça trop cool. Et un jour, il me parle d'un groupe qui s'appelle Pink Floyd, et puis il arrive avec un album avec deux espèces de statues qui se regardent dans les yeux. Je sais quoi son truc, et du coup, j'écoute pas. Division Bell, je crois. Ouais, c'est Ouais. Division Bell, c'est le dernier album, on va dire, de Pink Floyd en tant que Pink Floyd. Euh, et du coup, j'écoute pas trop. Et puis un jour, il a des places pour aller les voir en concert. Je me dis, wow, faut cool, pourquoi? Ouais, je sais pas. Alors, j'écoutais toujours pas. Et puis, je suis parti en voyage, en échange linguistique avec le collège. Je suis parti en Allemagne 2 semaines. Et avant de partir, je me suis fait des cassettes pour mon Walkman. Et en fait, je lui ai demandé de me faire donc 2 cassettes. Donc, il m'avait fait Division Bell, si je dis pas de bêtises, et The Wall. Et en fait, j'ai écouté absolument que ça pendant 15 jours. Ça a viré à l'obsession. J'ai écouté que ça. Pendant ce temps-là, mon frère a vu le concert et quand je suis revenu, je me suis dit, mais ouah, c'est trop cool quand c'est qu'il repasse en concert. Et là, il m'a dit, il me fait, ça sent un peu le sapin quand même. Euh, Parce que de dire de fan de l'époque, c'était un peu cramé. Donc j'ai rongé mon frein à me dire, bon, bah, peut-être un jour, ils reviendront. Et en fait, j'ai fini par faire le deuil. Je les verrai jamais en concert. Donc je les ai factuellement jamais vus en concert. Eux, par contre, est arrivé un jour béni où un certain Roger Waters s'est dit, tiens, et si je faisais une tournée avec The Wall? Donc j'avais raté complètement celle de Dark Side of the Moon, mais j'ai pu voir la tournée The Wall. Excellent. Je suis monté à Paris, j'ai vu ça à Bercy, j'ai vu le mur qui se monte, j'ai vu le mur qui s'effondre dans la salle de concert, et j'ai craqué ma tirelire. J'ai pu faire la toute dernière de la tournée au Stade de France, qui était absolument, c'était dantesque. Enfin voilà, j'ai pris une des places les plus chères pour être placé au top. Voilà, juste pendant les balances, on était à l'extérieur du stade avec un ou deux potes et on entendait l'intro de Comfortably Numb et on avait tous les poils qui montaient sur les bras. Juste les balances, on était à l'extérieur, on a entendu 20 secondes, mais on était tous oh, nom de Dieu, ça va être terrible. Et Tu effectivement, m'étonnes. voilà. Donc j'ai pu voir The Wall en live. C'était pas avec Pink Floyd, mais Mais ça soyons valait pas le coup quand vaches. même. Mais Ouais. soyons pas vaches, ça valait le coup. Rien que pour le show, je veux dire, d'avoir un avion qui s'écrase sur scène dans un concert. Voilà. J'ai vu un Et, avion qui s'écrase sur scène dans un concert. et pour ceux qui ne nous écoutent mais ne nous voient pas, et moi j'ai vu les yeux de Benjamin quand Sylvain a dit j'ai eu l'opportunité d'avoir des places de concert. Voilà, Benjamin, c'était ton rêve aussi. Ah, alors moi, c'est un peu différent. En fait, mon père est fan de Pink Floyd. Enfin, mon père a écouté successivement les Beatles, Pink Floyd et Queen. Donc j'ai eu une éducation musicale rock très classique, rock anglais. Mais j'avais jamais accroché particulièrement. Et suite à la tournée Pulse, donc la dernière tournée de Pink Floyd, sans Roger Waters, mais avec les 3 autres, ma cousine était allée les voir à Gerland, à Lyon. Elle m'avait dit, ouais, c'est génial. Elle avait acheté l'album, celui avec la petite diode qui clignote. Oui. Et j'ai fait une cassette de cet album pour voir. Et ça a commencé à tourner en boucle.
un petit peu dans mon Walkman, quand je lisais Dune, justement, quand j'allais au collège ou au lycée. Et j'ai dit, c'est bien ce truc. Mais j'en suis resté là, et puis quelques temps plus tard, j'ai trouvé un CD chez moi qui était sans pochette. Donc je vois juste marqué Pink Floyd Medal. Bon, je vais écouter. Et alors, Medal, pour moi, c'est un album particulier, parce que dessus, il y a selon moi le meilleur morceau de Pink Floyd, qui est One of These Days, que je trouve exceptionnel. Et il y a des morceaux que je n'aime pas du tout sur cet album, comme Chimus, l'histoire d'un chien qui se balade. Celui-là, j'ai pas du tout accroché. Et donc, j'ai écouté cet album, et le premier morceau, donc One of These Days, j'étais sur le cul. Voilà, j'étais assis, j'écoutais ça, j'ai dit, nah, hop, on revient au début, on recommence. Et je crois que celui-là, j'ai dû le faire 4-5 fois d'affilée. Je fais, c'est extraordinaire ce truc. Donc c'est là que je suis rentré dans Pink Floyd. Après j'ai découvert, bon je connaissais un peu The Wall, j'ai découvert Dark Side of the Moon, Animals, comment il s'appelle le troisième, Wish You Were Here. Yes, celui de 75. C'est ça, donc j'ai découvert tout cela. La suite de The Wall qui était un peu une source de tension entre les membres du groupe, mais qui reste quand même écoutable, qui était sympa aussi. Et longtemps après, j'ai acheté le DVD du concert Pulse. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas les mêmes chansons sur le CD, sur le DVD, parce que sur le DVD, il y a One of These Days en plus. Oh, Et d'accord. alors, le One of These Days en DVD, Donc des années après. Voilà, des années après. Et comme j'étais passionné de son, j'avais une bonne installation sonore avec un caisson de basse, des enceintes, du multicanal, un ampli. J'ai mis ça. Je crois que j'ai fait ça une après-midi, il y avait personne à la maison et personne chez les voisins, et j'ai poussé le son. Et c'était un trip. C'était un trip. Alors, vraiment de revoir ça. S'il y a un mot qui peut résumer à peu près l'univers de tout Pink Floyd, moi j'ai des souvenirs notamment de Môme. Je me rappelle plus le film qui est sorti à l'époque, était complètement... qui transcendait tout ce qu'on avait pu voir. Si le live à Pompéi ou un truc comme ça, où il n'y avait pas de spectateurs. Il n'y a pas de public, oui. Mais les images, pour un enfant, c'est juste... c'est psychédélique. Donc oui, le mot trip est bien choisi. Est-ce que vous pouvez... Pardon, excuse-moi. Il y a une anecdote amusante, on peut la voir sur YouTube, sur ce concert à Pompéi, que je me souviens bien. Le batteur, c'est Nick Mason. Et en fait, sur One of These Days, toujours, en fait, ils ont perdu pas mal de vidéos, donc sur One of These Days, on a quasiment que lui à l'image. Ah. Et à un moment, il tape tellement sur ses fûts qu'il perd une baguette. Et il se penche, il ramasse une autre baguette, il continue à jouer, mais à l'oreille, tu n'entends rien. Le mec, avec une baguette, il assure autant que s'il en avait deux. Et tu te dis, waouh! Alors après, je suis pas batteur, je peux pas juger la qualité derrière, mais moi, en tant que novice, j'ai regardé, c'est une bête. Voilà, c'est le truc que j'ai vu sur ce live à Pompéi qui était assez exceptionnel. Ils ont fait aussi, je crois, des musiques pour films. Alors c'est pour ça qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on a discuté d'une. Est-ce que vous en connaissez d'autres comme ça de tête ? De tête, non, faut que je regarde. Il y a un album qui est une musique de film. Tout un album ? Tout un album. C'était encore, je crois, période Syd Barrett, je suis pas sûr. C'était... Syd Barrett qui a, on va le dire de manière assez cash, assez mal tourné à un moment donné, qui a dû être un petit peu il avait des problèmes psychiatriques et ça s'est pas très bien passé. La drogue plus les problèmes psychiatriques, ça fait rarement bon ménage. Alors pour ceux qui, voilà, il paraît qu'il est resté coincé un peu entre les produits justement et ses problèmes-ci, il est un peu resté bloqué. Et que la chanson Comfortably Numb qui a été écrite bien après serait parle un peu de lui justement, de quelqu'un qui est un peu coincé dans son trip et ça revient
dans le film The Wall, parce que tu parlais des films, le film The Wall, dans la série Traumatisme d'enfance. Enfin, Ça c'est se vrai que je pose l'ai pas là. vu enfant. Pareil, j'ai dû le voir à 14-15 ans après avoir découvert tout ça. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Donc, comment? Pardon. On va remettre au début, on va essayer de comprendre. Euh, voilà. En plus, j'avais pas culturellement, il me manquait deux trois trucs pour comprendre certains symboles, et puis un peu de maturité pour en comprendre d'autres. Enfin voilà. Mais au niveau trip, ça se pose là aussi le film. Mais je sais Et pas du tout ce qu'ils ont fait à côté comme autre musique de film. Je me suis jamais posé la question. Le film Mort de Barbet Schroeder. enchanté. C'est pointu. Alors, moi, j'ai la fiche Wikipédia sous les yeux. Hein. Ah, ça aide. Voilà, mais oui, ils ont fait la bande originale du film Mort, qui est. Ils se définissent eux-mêmes comme acid folk. Acid folk. D'accord. Voilà. Bah, ça veut tout dire. Je sais pas si c'est du folk sous acide ou. Oui, c'est ça, c'est l'interprétation qu'on peut en avoir. Ouais. Après, Pink Floyd est souvent considéré comme rock psychédélique. Donc ils ont quand même cette image de musique qui peuvent être très planante et d'expérimentation. C'est ça, un univers assez lent, avec des envolées aussi. Moi, je les ai découverts aussi avec Division Bell, hein, pour boucler. Et oui, j'ai en tête des après-midi cool, voilà, un petit peu dans les envolées. Donc merci maman pour cette découverte. Et après, c'est vrai que The Wall est moins cool finalement. C'est un de leurs albums les plus connus. Le plus et revendicatif cool, en fait. Il est plus rageur au niveau musique. Il est très rock en soi. Oui. Il était dans la veine rock un peu de son époque. Très clairement. Après, on met souvent Pink Floyd, pas mal de gens les voient un peu par Division Bell, quelque chose de très planant, très aérien. Pink Floyd, ça reste un groupe expérimental, qu'on fait des trucs, ils ont fait de l'électro, enfin, je veux dire, quand on écoute Time sur Dark Side of the Moon, c'est du pur électro, du début à la fin. Quand ils ont fait les intros de Money, justement, des trucs comme ça, où bah, pareil, c'est de l'électro samplé, j'allais dire, un peu avant l'heure. Ils ont expérimenté des trucs, tu parlais de Atom Heart Mother, moi quand je l'ai écouté celui-ci, je me suis dit pourquoi je suis en train d'écouter un mec qui prend son petit déj, qu'est-ce qui se passe puisqu'il y a effectivement ça qui se passe, c'est le petit déj du producteur, je crois, c'est Alan Parsons, si je dis pas de bêtises. Le fameux Alan Parsons. Voilà. Ils ont expérimenté beaucoup de trucs et des fois c'est très rock, alors c'est clair qu'ils ont une image très cannabinoïdé, on va dire, au moins pour leurs auditeurs. Mais ils sont capables de faire du rock qui manque pas d'énergie. Hein. Si on prend un Ron Lykel, on en parlait il y a pas longtemps, Benjamin. Mais pareil, voilà, c'est du The Wall du coup. Oui. Il y a quelque temps, ils avaient sorti un documentaire sur le making-of de Dark Side of the Moon, avec des interviews de Alan Parsons, justement, de différentes personnes. Notamment la choriste qui est sur le Great Geek in the Sky. Oh là là. Ouais. Oh là là. Qui est magnifique. Et ils expliquaient comment ils avaient fait le sample pour Monet. Et c'était un truc, mais artisanal au possible. En gros, ils ont enregistré le son sur une bande magnétique. Ils ont coupé la bande magnétique. Et ils ont bricolé un truc dans la cabane de jardin d'un d'entre eux en recollant la bande magnétique pour qu'elle forme une boucle et ils la faisaient tourner. Simplement, elle était tendue sur un rouleau avec juste une tête de lecture de l'autre côté. D'accord. Et avec un petit moteur électrique, ils faisaient tourner ce truc-là et ça a fait le sample comme ça de Monet. Mais je crois que c'est eux, alors là pour le coup il faudra vérifier les sources, mais je crois que c'est eux qui ont eu un album concept. Ils l'ont pas sorti, mais ils avaient essayé de faire des choses avec les sons du quotidien. Vous avez pas entendu parler de ça? Et justement, ça a un petit peu avorté parce que bon, il y a eu des vents contraires dans le groupe, on va dire. Mais il me semble qu'ils avaient testé ça. Bon, je vérifierai quand même. Ça me dit rien. Et du coup, après Pink Floyd, qu'est-ce qu'il laisse en héritage? Est-ce qu'il y a des groupes qui peuvent se revendiquer de la même veine aujourd'hui? Est-ce que vous retrouvez ces mêmes tripes aujourd'hui ou pas? Alors il y a des groupes qui sont très très inspirés. J'ai pas forcément de noms qui me viennent là. J'en ai
j'en ai découvert un il y a quelques mois. On sent qu'il y a des influences. Après, ils ont fait tellement de trucs différents, ils ont influencé tellement de monde sur tellement longtemps, il y a forcément des influences qui sont passées. Mais après, ils ont poussé leur truc tellement loin que, quelque part, c'est un peu comme Queen, enfin, ils restent uniques dans leur genre, mais si on prend des groupes modernes, alors je vais peut-être dire une ânerie, il y a peut-être des puristes qui vont hurler au blasphème, mais je pense que Radiohead n'aurait pas eu la tête du Radiohead s'il n'y avait pas eu Pink Floyd en amont pour essayer de mélanger du rock, de l'électro comme ça, avoir quelque chose d'aussi planant, un poil dépressif. En conséquence, si tu parles de Radiohead, tu vas être obligé de parler de Buckley, de Muse, qui n'aurait pas existé, au moins pas sous cette forme, sans Pink Floyd en amont. C'est marrant, L'influence Muse. De quoi, pardon? Muse, je voyais plus une influence Queen que Pink Floyd sur certains morceaux. Alors oui, clairement, mais ça tient aussi beaucoup, je pense, à leur formation. Ils sont peu nombreux et ils ont une approche du son qui est plus minimaliste, un peu plus orientée rock live à la Queen justement. Euh, donc oui, il y a forcément de ça. Il y a un côté plus lyrique qu'on retrouve autant chez Queen que chez eux. Après, il y a d'autres groupes de rock. J'ai eu une période, j'écoutais un peu de rock progressif des années 80, 90, des groupes à la Marillion, des trucs comme ça qui sont clairement portés plus ou moins sur Pink Floyd et sur les groupes de cette époque-là. Euh, mais je pense que une des plus grosses influences moi, que j'ai pu voir, j'ai eu une période où j'ai eu beaucoup de guitaristes autour de moi. David Gilmour. Alors, il y en a qui disent Gilmour, il y en a qui disent Gilmour, chacun son. Ah oui, pardon. Prenez votre parti. Moi, j'ai toujours dit Gilmour, tant pis, c'est pas grave. Il paraît qu'il faut dire Gilmour. Mais j'ai eu pas mal de guitaristes autour de moi et je connais beaucoup de gens qui lui vouent un espèce de culte. Un petit peu moi aussi, hein, faut être honnête. Il y a peu de solos qui me prennent autant que les siens. Et je pense qu'il a laissé une influence assez drastique sur le monde du rock, années 80, 90, 2000. Il y a pas mal de gens qui se réclament de ces influences, clairement. Et ce qui paraît logique, ils ont tellement marqué en fait leur temps que. Comme les groupes de cette époque-là, ils ont marqué en fait dans la durée, ils ont exploré des tas de trucs. Ils ont presque inventé l'électro, en tout cas ils l'ont mis aux oreilles de pas mal de gens, ils ont fait du rock, ils ont fait quelque chose de plus planant, ils ont essayé de mélanger tout ça. Queen a fait un peu la même chose à cette époque-là, Led Zeppelin, ça fait partie des espèces de monstres du rock des années on va dire 60 à 80 qui ont révolutionné l'histoire de la musique. Les Beatles aussi, mes excuses, je les cite moins souvent, mais c'est pareil quoi. Enfin, je les mets au même panthéon, tous ces gars-là. On a une belle enfance, quoi, si on veut résumer. Oui. D'ailleurs, en parlant d'enfance, on a employé un mot tout à l'heure, je suis pas sûre que tous les auditeurs connaissent ce mot, c'est Walkman. Est-ce qu'on peut préciser ce que c'est? Oui, je me suis dit, on a parlé de cassettes, s'il y a des moins de 60 ans qui écoutent, ça va être compliqué. Oh bah quand même, moins de 60 ans, s'il te plaît. Ça y est, je me sens vieux. Non, mais par contre, blague à part, c'est des choses que on retransmet aussi. Enfin, nous, on écoute du Pink Floyd à la maison, donc les enfants l'écoutent. On va pas dire que ça accroche des masses, mais au moins, ils ont aussi ça dans la culture, et je pense que c'est important de laisser ça aussi comme empreinte, quoi. Et puis la preuve, c'est que dès qu'on met ce genre de musique pour annoncer un film, eh ben, ça nous tente bien. On a envie d'aller le voir. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'utilisation de Pink Floyd dans un film, l'autre jour, je m'y attendais pas du tout, c'est le film Les Éternels chez Marvel, Oui. qui s'ouvre sur Time. D'accord. Donc la série qui est sur Disney+, c'est ça? Non, du tout. Le film qui est sorti il y a 8 mois à peu près, avec Angelina Jolie, avec deux des acteurs de Game of Thrones, etc. Et bon, évidemment, ça raconte l'histoire de gens qui sont éternels, donc qui vivent depuis longtemps, et en fait, tu as une intro, et ensuite, tu as toute une ouverture avec un survol de Londres sur Time. D'accord. Avec toute l'intro, ils ont juste enlevé la partie où on entend les horloges au début. Et moi, j'étais avec ma fille au ciné, je m'y attendais pas du tout, je savais pas que c'était là. Ça a commencé, alors dans un ciné qui pousse un petit peu, pareil, j'étais au fond du ciel, avec le petit filet de bave au coin de la bouche. Enfin, c'est bon, j'ai attrapé la main de ma fille, je fais écoute bien. C'est important. Ah oui, c'est la transmission. Non, alors, mais pour... Pardon, excuse-moi, vas-y Sylvain.
J'allais dire, des fois, il y a des références qui marchent dans l'autre sens. Tu parlais de Pulse tout à l'heure et de version DVD et de version CD, il n'y a pas les mêmes choses dedans. Moi, j'ai écouté la version CD pendant très longtemps sur mon Walkman en version cassette, justement. Et je l'ai écouté pendant des années entre 95 et 2000. Je l'ai poncé, ce truc-là. Et bah, c'est pas dire que je l'ai oublié, mais voilà, je l'écoutais un peu de moins en moins. Et autour de 2010, on va dire à peu près entre 2005 et 2010, j'ai découvert un truc tellement britannique, une petite série qui s'appelle Doctor Who. Et donc j'ai découvert Doctor Who, voilà, c'était très bien, j'étais content. Et un jour, je reprends une version live de Pulse et je découvre que, donc pas Gilmour, mais l'autre guitariste qui l'accompagnait sur scène, en plein milieu d'un solo, balance le générique de Doctor Who en plein milieu de son solo. Et je me suis dit, mais j'ai mis 15 ans à me rendre compte de ce truc-là. Donc il balance vraiment le tout, juste ces quelques notes-là en plein milieu du solo. Je me suis dit, mais donc là, on a un vrai groupe britannique. Donc là, c'est pas Pink Floyd qui a leaké dans le cinéma, c'est les séries télé qui ont leaké chez Pink Floyd. Et j'ai trouvé ça super rigolo de me rendre compte, je sais pas, 20 ans après, qu'en fait, eh ben, je connaissais déjà le générique de Doctor Who parce que je l'avais déjà entendu une bonne centaine de fois étant plus jeune. Et ça m'a fait beaucoup marrer ce truc-là. Et aujourd'hui, vous avez quoi comme Pink Floyd? Vous avez des vinyles, des CD, une playlist? C'est toujours les cassettes? Moi personnellement, je suis passé pour des questions de praticité, je suis passé sur un service de streaming. Donc moi je suis sur Spotify et oui, ça tourne en boucle. Et ça m'a même permis de découvrir un album que je connaissais pas bien et qui est quand même très très bon et qui, même pour moi en termes de qualité de live, est meilleur que Pulse. C'est quoi? C'est Obscured by Clouds, je crois. D'accord. Et qui est disponible du coup sur qui les est plateformes de disponible streaming. moi sur Spotify, je l'ai. Et, et oui. Ah non, pardon, c'est Delicate Sound of Thunder. Pardon. D'accord. Je confonds les titres. J'avais 2 ans quand il est sorti. Ouais, voilà. Et oui, je le trouve très très bon. Pour moi, Pulse est meilleur sur une chanson, c'est le Great Gig in the Sky. La chanteuse dans Pulse, elle est très très bonne. Il n'y en a pas 3? Si, Elles sont trois, elles s'enchaînent, mais on l'entend pas en fait. Elles sont là toutes les trois et elles se passent le relais. Ouais. Et c'est vraiment bien fait ce qui est fait. Et une petite anecdote amusante, c'est que c'était une impro, ce qu'a fait la chanteuse sur Great Gig in the Sky. Ils lui ont dit lâche-toi. Ils lui ont donné des sentiments qu'elle devait avoir, elle a improvisé. Elle est sortie de là, elle s'est excusée parce qu'elle pensait qu'elle avait fait un truc tout pourri. Eux, ils étaient plutôt contents, mais derrière, il y a eu un problème, c'est que comme c'est elle qui a improvisé, elle aurait dû être reconnue comme compositrice. Et ça n'a pas été le cas. Et donc, au bout d'un moment, elle a réclamé à toucher ces trucs. Alors, je sais pas s'ils sont allés jusqu'au procès ou il y a quand même eu une petite démarche légale de sa part. Et maintenant, elle est citée partout où il y a Pulse. C'est-à-dire, si on regarde il y a The Great Gig in the Sky, si on regarde le livret de Pulse, elle est citée en tant que compositrice sur ce morceau. D'accord. Ah, j'avais pas ça en tête. Pendant longtemps, ça a été juste Pink Floyd, et maintenant c'est Pink Floyd et elle. D'accord. C'est une bonne chose, parce qu'elle a quand même fait quelque chose qui est magnifique. Moi, personnellement, je trouve magnifique. Mais carrément. Mais on est toutes jalouses, hein. Enfin, faut se l'avouer. On aimerait toutes chanter comme ça. En plus, elle ne parle pas, et elle fait passer des trucs, moi, ça me fout les frissons chaque fois que j'écoute. Tu sens de la colère, tu sens de la tristesse, tu sens... au moment, tu sens qu'elle laisse aller, elle veut plus se battre. Enfin, c'est ça. C'est exactement ça. C'est toutes les émotions à la fois. C'est ça. Il manque juste la joie. Oui. Oui, effectivement. Ce que disait Sylvain tout à l'heure, c'est le côté un peu rock dépressif. Ouais. Est-ce que vous le saviez? Je crois d'ailleurs que c'est avec Dark Side of the Moon qu'ils ont été le 3e album le plus vendu de tous les temps, derrière Back in Black d'ACDC et de Thriller de Michael Jackson. C'est quand même beau ça. Ouais, et je crois qu'ils ont un autre record, c'est l'album qui est resté le plus longtemps dans le top 100, je crois, américain. Il est resté plus de 14 ans. Oh, d'accord. Il me semble. Ça va être difficile de faire mieux. Je l'avais pas. Alors je savais pas qu'il y avait assez d'essais devant. J'aurais cru qu'il y aurait un Beatles. Je savais qu'il y avait Thriller, mais
Mais Après, c'est un nombre de ventes, donc c'est peut-être un peu particulier. C'est pas forcément dans les tops ou peut-être une autre Ouais. façon de compter. Mais Euh, effectivement, donc ça a été... c'est un beau podium, moi, je trouve. ça va, Pour faire mieux, pour battre ça, maintenant, il va falloir ça va être compliqué. Ouais. sortir du steak. Oui. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai le chiffre sous les yeux. Il a été certifié 14 fois platine et il est resté dans le top 100 pendant 958 semaines. Donc je vous laisse faire le calcul pour voir combien ça représente. Qui dit mieux? Mieux. Ça fait 18 ans. Et d'ailleurs, sur le nom, le Pink Floyd, vous savez d'où ça vient? J'ai jamais trop creusé, moi, Alors, personnellement. j'ai vu récemment un truc comme quoi, taisez-vous, c'est pas un flamant rose, ça n'a aucun rapport. Et j'ai plus d'où ça vient. Vas-y, raconte-nous. T'as fait des recherches. Alors du coup, je lis parce que j'ai triché, mais parce que ça m'intéressait justement. Et en fait, ça vient de deux musiciens de blues de l'époque, qui s'appelaient l'un Pete Anderson et l'autre Floyd Council, en espérant avoir bien dit les noms. Et en fait, à l'origine, Pink Floyd s'appelait The Pink Floyd Band. Et puis après, ils ont laissé la particule et puis le dernier mot s'enlever tout seul pour constituer Pink Floyd. Mais c'est vraiment en référence, en fait, à ces deux musiciens-là. Et je trouvais ça sympa, D'accord. comme petit clin d'œil, de citer les références. Ouais. Du coup, ah bah tiens, petit jeu. Benjamin d'abord et puis après Sylvain. Si tu devais construire ton groupe à partir de deux groupes que tu adores, ça donnerait quoi? Ah, bah, mes deux groupes préférés, je pense pas qu'ils soient très compatibles. Il y a d'un côté Pink Floyd et Queen de l'autre. Donc, Et Pink Queen ou ouais, Pink Queen, ça fait un peu The vu Queen Floyd. l'orientation de... Voilà. Pink Queen, ça fait un peu les délires de Freddie Mercury dans les années 80 quand même. Mais c'est tellement différent. C'est-à-dire Pink Floyd est plus contemplatif, là où Queen va avoir beaucoup plus d'énergie. Donc je sais pas s'ils sont compatibles. Ah, ça fait un bel univers quand même. Et toi, Sylvain? Alors c'est compliqué parce que j'ai déjà eu plein de groupes et j'aime bien plein de genres de musique un peu différents. Euh, et je vais être basique, si j'étais comme Benjamin, effectivement, si j'avais un groupe de rock, ça serait comme Benjamin, ça s'appellerait Queen Floyd, un truc comme ça. Maintenant, il y a dans d'autres genres, je pense que je pourrais mixer d'autres trucs, je sais pas, on pourrait dire, je pourrais faire un espèce de mélange impur entre avec une base je sais pas moi, de Deep Purple, de Led Zeppelin, Bien. pour mettre les vieux. Mais après, il y a des trucs plus récents qui marchent aussi, je sais pas, ça serait. Mais après, j'ai déjà eu des noms de groupes un peu à coucher dehors. Euh, C'est vrai. donc, ouais. je- Pendant quelques années, j'ai un groupe qui s'appelait Synesthesis. Ah oui. Donc, ce qui est marrant, c'est que quand le nom a été trouvé, les gens ne savaient pas ce qu'était la synesthésie. J'ai appris ça plus tard, mais je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'était un nom plutôt sympa. Euh, mais ouais, Et j'aurais. pratique à annoncer dans une salle de concert. Vous mettez à la place un petit peu de ceux qui vous annoncent quand même. Ouais, globalement, on nous annonçait pas trop. Hein, c'était très confidentiel. Non, mais ça restait un nom sympa. Ça restait un nom sympa. Euh, mais là, tu parlais de donner un peu, de faire un hommage à avoir des références dans le nom du groupe. Dans la série, un peu, c'est mon côté métalleux, gros bourrin, un groupe qui s'appelle Machine Head, hein, qui est vaguement connu. Ah ouais. C'est juste le titre d'un album de Deep Purple. Ils assument complètement le truc. Et je trouve ça plutôt sympa. Euh, euh, j'ai eu, euh, j'ai eu des groupes un peu de reprises où là tu trouves un nom qui ressemble au nom d'origine, mais Bien sûr. on jouait du Halloween, on s'en avait décidé de s'appeler Hell Wine parce que le heavy metal c'est de la musique d'alcoolique. Euh, mais c'était une bonne blague. Mais si je devais faire du rock, ouais, clairement Queen Floyd, ça me plairait bien. Même si je jouerais jamais ce genre de choses-là, c'est trop compliqué, je pense. Ah, je pense qu'on se met une certaine pression quand on veut reprendre ou faire voilà, un petit clin d'œil. C'est compliqué de se revendiquer quand même de Queen ou de Pink Floyd. Et ben, alors Oui. Pink Floyd, je trouve ça plus difficile parce qu'ils ont une approche du son qui est hautement inimitable. Le côté plus, j'allais dire rock à chanson de Queen, et je trouve plus simple à reprendre. Je l'ai pas forcément fait avec brio, mais j'ai déjà eu chanter du Queen et bon, ça cassait pas trois pattes à un canard, mais ça se fait, ça me paraît abordable. Reprendre du Pink Floyd.
S'il y a peut-être EU qui doit être faisable. Mais Ah, sinon. Non, je dis une bêtise. Non, je joue du Pink Floyd régulièrement. Je sais jouer un truc de Pink Floyd à la guitare. Is There Anybody Out There? Voilà, il y a juste une. Désolé oui. pour l'accent, mais il y a juste une partie guitare que je sais jouer depuis des lustres et que je suis content de garder. Euh, Ce qui est amusant, c'est que celle-ci, je la joue à la maison. Et puis, tout à l'heure, on parlait de support. Moi, j'ai The Wall et Dark Side of the Moon en vinyle. Donc j'aime bien les mettre à la maison et un coup je mets The Wall et puis il y a Is There Anybody Out There qui arrive et puis il y a mon fils qui fait mais papa c'est toi qui joues toi ça d'habitude. Mais oui Oh, tout à la fait. classe. Mais oui tout à fait ils m'ont tout copié. Non donc c'est eu arrivé une fois mais voilà donc si je peux jouer du Pink Floyd en fait j'allais me tromper. Du coup, je dis qu'il y a un mini challenge quand même, parce que je sais pas si messieurs vous serez là à Devox, Non. Si mais il si paraît qu'il y a une salle avec du matos. oui, il y a une salle avec du matos, mais alors pour Devox, alors je sais pas si Benjamin, si tu vas publier avant ou après Devox, il y a d'autres choses qui sont Après. prévues musicalement pour Devox, Fanny, t'inquiète pas. Là, tu viens de me lâcher un truc. Mais pourtant, c'était marqué sur Twitter pas C'est plus tard vrai, qu'hier ou j'ai avant-hier. loupé ça. Voilà, Oh, ya, ya. il y a des choses qui sont, il y a des choses qui vont se passer sur cette scène D'accord. normalement. On Donc va on ne essayer de faire révèle en sorte. rien. Ah bah, vous ne révélez... La diffusion est prévue après, puisque le Ah, c'est prochain, bien. le prochain épisode, c'est à Kanoa. Je tease un petit peu. D'accord. Et le nôtre arrivera juste après. Donc, comme je sors tous les 15 jours des Vox, c'est pas... C'est ça bien. sera passé. Donc tu veux dire que là, quand je suis en train de parler, il y a déjà le stress de Devox qui est retombé. D'accord. C'est ça. Voilà. Tu n'as plus que la satisfaction d'avoir passé un bon moment. Et donc du coup, aujourd'hui, dans vos playlists, parce que clairement, c'est, comme tu l'as dit Benjamin tout à l'heure, c'est quand même le truc ultra pratique qu'on peut emmener partout sans déranger personne. C'est quoi qui tourne en ce moment, excepté du coup Pink Floyd et Queen, où on a compris que vous étiez grand fan. Sylvain, vas-y. Qu'est-ce que j'ai? Alors dans mes playlists, j'ai un problème, c'est que vu que j'écoute de la musique quasi non-stop quand je développe, j'écoute beaucoup de, de musique de films, de séries, de jeux vidéo, de trucs comme ça. Euh, alors j'ai une affection particulière pour un mec qui est absolument inconnu, qui s'appelle son nom de scène, enfin de scène, c'est TPR. C'est un mec qui reprend des thèmes de jeux vidéo en version mélancolique. Et Oh, il je en vais a une noter ça. palanquée sur YouTube, donc il a des albums complets, donc des musiques de Final Fantasy 7, 8, 9, Zelda, avec une particulière, il a repris la bande-son donc, de Chrono Trigger. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un vieux jeu de rôle aventure Super NES des années 90, qui a une des bandes-son les plus classes de la création, et ces versions sont juste incroyables, ça me fait un tapis sonore super sympa. Et donc pour coder, c'est idéal. Pour coder, c'est idéal. Et j'ai fait une découverte récemment, un truc qui m'a bluffé. Il faut que voilà, je veux absolument partager ça. C'est un duo, je crois, qui sont russes. Ça s'appelle I Am the Morning, tout attaché. Donc il y a une chanteuse qui a une voix incroyable et un instrumentiste. Alors je sais pas qui fait quoi, parce qu'il y a du piano, des fois il y a de la guitare, il y a un peu de batterie. Je sais pas qui fait quoi parmi les deux. Mais je suis tombé, alors là c'est parfois les aléas de Spotify qui m'a balancé ça, et il y a une intro de purement on dirait du piano classique, un peu contemporain, mais c'était super beau, et quand elle pose sa voix par-dessus, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc voilà, I Am the Morning, je vous le conseille plus qu'allègrement. Euh, Mais carrément, merci. L'album qui s'appelle Lighthouse, voilà. D'accord. L'art de la pochette est très joli, on le voit sur Spotify. Euh, c'est juste un délice et en ce moment j'écoute ça à fond. Euh, et pour trancher, j'ai des collègues lyonnais qui s'appellent Mind Imperium qui en viennent de sortir un album, donc c'est du bon gros groove death metal. Ça c'est pour décrasser un peu. J'aime bien ce qu'ils font aussi, et puis c'est des potes, donc voilà, je Ça suis fait de content. la promo. T'as raison. Euh, L'album sort, ils sont en concert dans 5 jours sur Lyon. Bon, ça sera il y a 3 semaines par rapport à la sortie de l'épisode. Mais, euh, mais voilà, c'est sympa, ça arrache pas mal et j'aime bien ce qu'ils font. Ah bah merci Sylvain. Du coup, je prends des notes pour après. Et Benjamin? Oula, alors moi c'est très très vaste et en fait c'est très très contextuel. C'est-à-dire que ça va quand je veux coder, quand j'ai besoin de me poser, ça va être des musiques de films en général. Donc bah, la musique de Dune, on va y revenir. Elle est géniale.
Il y a pas mal de Hans Zimmer dans ma playlist, il y a du Gladiator, il y a des trucs comme ça. Il y a le petit frère de Hans Zimmer, on va dire, c'est Klaus Badelt qui a fait la musique de Pirates des Caraïbes. Et d'ailleurs, quand on écoute Gladiator et Pirates des Caraïbes, on retrouve quelques ressemblances sur certains thèmes. Alors Hans Zimmer a composé aussi pour Pirates des Caraïbes. Bah, en fait, celui qui est crédité sur Pirates des Caraïbes, c'est Klaus Badelt. Et c'est un élève de Zimmer. Voilà, donc après les petites bisbilles à côté, je sais pas, moi j'ai vu que sur l'album il y a marqué Klaus Badelt. D'accord. Mais voilà. Sinon, oui, du Queen, du Pink Floyd. Alors, un Pink Floyd dont on n'a pas parlé et que j'écoute beaucoup quand j'ai besoin de calme, c'est le tout dernier qui est sorti en posthume pour le clavier, c'est Endless River. C'est un hommage à leur clavier. Richard, comment il s'appelle C'est Richard Wright. Ouais, Richard Wright, c'est ça. Et oui, mais j'adore, même si c'est plus du Pink Floyd tel qu'on a pu le connaître, je trouve que c'est un album qui est très agréable à écouter. Donc j'écoute ça. Et sinon, pour faire un peu plus jeune, j'écoute beaucoup de Higelin. Isia très, très jeune. Non, le père, Jacques. Alors, Jacques Higelin, j'adore ce qu'il fait. C'est un des rares artistes où le jour où on m'a appris sa disparition, j'ai chialé. Réellement. Il avait vraiment un univers à part. Pour moi, l'album de référence d'Higelin, c'est son concert à Mogador en 81. Je connais pas assez. Qui est extraordinaire. Il est capable de faire tenir une chanson 20 minutes. Il s'arrête, il joue avec le public, il reprend, enfin c'est vraiment... il joue. Et le top du top dans cet album, pour moi, c'est Géant Jones. Sachant que Géant Jones, ça raconte un combat de boxe. Donc il y a tout le début de la chanson qui raconte le combat de boxe, ce qui se passe dans les vestiaires après le combat, et tout la fin, c'est une instru qui dure 3 minutes, avec des instruments totalement improbables sur scène. En fait, il y a une présentation des musiciens sur son album. Même celle-là, je la connais par cœur, en fait. Et il a 2 batteurs, il a 2 guitaristes, un bassiste, il a un violoncelle électrique sur scène, un saxo, une trompette. Et dans l'instru de Géant Jones, donc sur la fin, à un moment, ça part en violoncelle électrique et ça fait une transition vers la guitare électrique et on s'en rend à peine compte. Et c'est un moment où tu fais non, c'est plus du violoncelle. Donc j'écoute ça et c'est le morceau que j'écoute quand j'ai besoin de me mettre la pêche. En fait, Higelin, il en a 2 pour ça. Il y a celle-là et il y a Tête en l'air. D'accord. Qui est une chanson qui est comment être optimiste quand tout va mal. D'accord. Voilà. Ah oui, donc ça te donne la patate en arrivant au taf le matin. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc un bon Higelin comme ça va. Et sinon, dans les trucs plus récents, il y a la chanteuse Pink que j'aime beaucoup. Et elle, c'est plus par le contenu par les paroles, parce qu'elle peut dire dans ses chansons. Il y a des chansons qui sont très personnelles pour elle. Oui, c'est ce que j'allais dire. La petite chanson avec sa fille là qu'on écoute en boucle. Je pensais pas celle-là. Elle en a une sur son album Misunderstood où elle parle du divorce de ses parents. C'est je sais plus. C'est Family Portrait. Oui, ah oui, c'est pas une récente. Oui, effectivement. Non. D'accord. Et alors celle-là, j'ai revécu le divorce de mes parents à chaque fois que je l'ai écoutée parce que j'avais à peu près l'âge qu'elle avait à ce moment-là. Mais ça aide la musique pour ça. Ouais, et c'est l'enfant qui dit à ses parents, allez, divorcez pas, je serai sage. C'est les promesses dérisoires d'un enfant qui veut garder ses parents unis, qui veut pas les voir se séparer. Et c'est voilà, il y a des chansons comme ça qui sont pareil. Elle fait des chansons qui peuvent être très positives, très fun, et derrière elle va enchaîner avec un truc beaucoup plus sombre. Et elle passe de l'un à l'autre sans trop de problèmes. Donc j'aime bien ce qu'elle fait. Puis elle a une mentalité qui me plaît. Elle revendique, elle milite. Pour passer de l'un à l'autre, pour revenir aux 2 sujets qu'on avait en tête au début, donc Dune et Pink Floyd, je vais vous poser à chacun la question, c'est quoi votre prochain film à voir au ciné et c'est quoi votre prochain concert? D'abord Sylvain?
Prochain film à voir au ciné, j'en ai aucune idée. Il faut savoir que je suis un réfractaire du cinéma, j'y vais très très peu. Sur ces 10 dernières années, si je suis allé 6 fois au cinéma, ça a tout cassé. D'accord. Ce qui m'a désespéré, c'est que justement en pré-Covid, on nous avait annoncé Dune et Kaamelott, c'était les deux seuls films que je voulais voir et ils ont mis 2 ans à sortir. Là, honnêtement, j'ai aucune idée de ce que je pourrais aller voir au ciné. Je suis obligé de faire un bypass sur cette question, je suis désolé. Et prochain concert, c'est presque pareil. En fait, c'est un concert que je devais voir en mars, 2020? avril 2020, je crois. Donc ça a été reporté 3 fois. Donc j'en parlais vite fait tout à l'heure. Donc c'est Helloween. Alors c'est un groupe de heavy metal allemand que j'écoutais bien quand j'étais ado. Euh, qui a une histoire où en fait ils se sont splittés, ils ont changé de. En fait, il y a la moitié d'un groupe qui en a monté un autre. Halloween a continué avec un autre chanteur, d'autres musiciens. Et puis là, ils ont dit tiens, et si on se réunissait? Je pense que les producteurs ont aligné un gros chèque en leur disant ça va marcher. Et donc Et ça c'est fait deux. repoussé ou... Et bah c'est repoussé. Normalement, je devrais les voir au mois de mai là, qui vient, dans un mois et demi, au Transborder à D'accord. Lyon. J'ai déménagé entre-temps, j'ai réussi, je crois, à ne pas perdre ma place, ça doit être quelque part par là. Euh, Je te le souhaite. ce qui déjà est un bon score. Si le concert est maintenu, parce que c'est un groupe, les musiciens commencent à être vieillots, faudrait pas qu'ils meurent de vieillesse avant de pouvoir jouer. Non, mais Non, mais en mai c'est. quand même. Non, en mai ça devrait aller, mais voilà. Donc ouais, c'est prochain concert et après il y a rien de, j'ai Y a rien de rien, prévu. il y a rien de prévu. Ouais, voilà, je vais commencer à re-regarder doucement les concerts qui sont annoncés, voir s'il y a des choses qui m'intéressent. J'aimais bien en faire un peu de partout, mais là, Ouais, ouais, ouais. compliqué. J'espère que ça va Et toi, de revenir. ton côté, Benjamin? Bah, concert, je vais évacuer la question très vite. J'ai fait très très peu de concerts dans ma vie parce que bah, c'est bête à dire, mais ceux que j'écoute sont morts ou à la retraite. Je pense pas que Jacques Higelin, il est prévu, effectivement, Ah faire non, des ça, concerts bientôt. à mon grand désespoir. Mais oui, c'est. Je sais que bah, juste avant le Covid, ma femme m'avait offert des places pour aller voir One Night of Queen, donc un groupe qui fait des reprises de Queen, et bah, ça a été annulé. On avait des places pour aller voir un métagroupe. C'est un groupe composé de personnalités qui font ça comme ça, qui s'appelait Hollywood Vampires, avec Alice Cooper et Johnny Depp dans le groupe. D'accord. On devait les voir à l'Olympia et ça a été annulé à cause du Covid. Et sinon, bah, le prochain truc que je dois voir, c'est un spectacle comique. Donc c'est pas vraiment chanté, c'est le spectacle de Jérémy Ferrari qui va passer à Saint-Étienne au mois de novembre D'accord. prochain. Mais j'ai pas de concert prévu. Et au niveau ciné? Et au niveau ciné, bah, j'ai une tradition chez moi, c'est que on se fait à peu près tous les Marvel avec ma fille. Donc il y a Doctor Strange qui arrive bientôt. Exact. Donc on devait aller voir Morbius, les critiques sont pas super, donc j'hésite un peu. Avec Jared Leto, là, je crois. Je sais Ouais, plus. c'est ça, c'est ça. Et bah, Doctor Strange, ma fille adore Benedict Cumberbatch, elle l'a découvert dans Sherlock. Et voilà, ça sera sûrement Doctor Strange. Après, des films vraiment. Mais bon, ça reste des films que tu vas voir comme ça, que tu consommes. Mais des films qui vont me créer une véritable émotion. Ouais, qui va t'englober. Il y a eu Kaamelott, il y a eu Dune, il y a eu Bohemian Rhapsody. Oh oui. Oh, la fin, le concert, là. Ah oui, on parle Immergé pas. dans le concert. Ah, là encore une fois, ma femme, elle me tenait la main pour pas que je fonde en larmes. C'est une horreur. C'était moi qui étais en larmes, elle me tendait les mouchoirs. C'était Mais oui, oui. fantastique. Ah oui, oui. Je te dirais que c'est pour des films comme ça. J'ai attendu 20 ans. J'ai économisé 20 ans pour pouvoir m'offrir une salle de cinéma à la maison. Donc j'ai un écran, un projecteur et du bon son. Oh, classe. Et c'est pour des films comme ça que clairement j'ai voulu investir dans ce truc-là parce que bah, voilà, tu te fais un truc sur un écran qui fait 2 mètres de large. Voilà, c'est juste le plaisir du cinéma tel quel. Après, il y a toujours des films intéressants et je préfère me faire des vieux films, les découvrir différemment, comme, je sais pas, Il faut sauver le soldat Ryan par exemple, D'accord. ou Gladiator. Et ceux-là, tu peux te les refaire à la maison 2, 3 fois. Je suis pas du tout un consommateur de Netflix, j'ai plus de 300 DVD Blu-ray à la maison.
Ouais, ouais, ouais. Donc pour moi, les films, c'est en physique parce que je veux profiter des bonus. Donc, si j'ai bien compris, Benjamin nous invite chez lui, c'est ça? Pour venir voir The Wall déjà, pour le Et- revoir, pour se remettre dans le Exactement. contexte. Exactement. Alors, The Wall, j'ai un problème pour vous le projeter, un truc très bête. C'est que je l'avais acheté à une époque en DVD où il n'existait qu'en version américaine. Et tu sais, les DVD étaient Oui, zonés. exact. Mm. J'ai cru que tu allais me sortir la VHS, on aurait dû expliquer ce que c'est qu'une VHS, ça aurait été Non, compliqué. non. Bah déjà, Mais, des DVD zonés, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui se souvienne. Et c'était donc, j'avais acheté zone un 2, lecteur. zone 1, si, oui, C'est ça. ça. Donc, j'avais acheté un lecteur de DVD dézoné. Et pour pouvoir commander The Wall et le regarder. Mais maintenant, j'ai plus qu'un lecteur Blu-ray et je suis pas sûr qu'il soit copain avec le zonage des DVD américains. Mais voilà, prochain test. Donc ça fait partie des DVD que j'ai que je ne peux plus regarder. Donc c'est ma frustration en ce moment, je te dirais. Mais après, oui, j'ai un barbug, j'ai un écran, vous passez quand vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est chouette, les invitations Je directes. précise, je dis pas ça pour tous les auditeurs. Il faut préciser, effectivement. On ne citera pas non plus ton adresse, ne t'inquiète pas. C'est gentil. Bon, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Est-ce que vous aviez un petit mot à rajouter, une anecdote qui vous ferait plaisir de partager pour en profiter? On a fait le tour des questions. Sylvain? En vrai, on n'a pas fait le tour du tout. On pourrait parler encore 5 heures de tout ça, de la portée philosophique, métaphysique de Dune, tout ça, voilà. Mais non, je sais pas. Sinon, on va repartir pour 1 heure, donc c'est pas. On se redonne rendez-vous, du coup? On peut se donner rendez-vous. Merci Fanny pour l'animation de tout ça, c'était cool. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et puis bonne continuation. Ouais. Et puis plein de bons films, plein de bonne musique, c'est ça qui fait que la vie est chouette en ce moment, donc profitez tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Bon, vous avez vu, on n'a pas beaucoup parlé de Dune, surtout de Pink Floyd, mais on n'exclut pas de faire un deuxième épisode où on abordera un peu plus l'œuvre de Frank Herbert. Donc restez à l'écoute, c'est fort probable que ça arrive bientôt. Au revoir.